Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le transfert d'entreprise. Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine pour le groupe financier Côté Caron Chouinard. On fait partie de la financière Banque nationale qui est présente partout dans le Canada et qui gère un actif de plus de 100 milliards de dollars. Mon équipe et moi, on accompagne les entrepreneurs et leurs familles depuis plus de 30 ans dans leurs affaires financières pour leur simplifier la vie et leur permettre d'atteindre leurs objectifs personnels et financiers. Je vais vous présenter les membres de notre équipe. Vous retrouvez Martin Côté à gauche, conseiller en gestion de patrimoine, premier vice-président et planificateur financier. Martin a 30 ans d'expérience dans le domaine. Après Martin, nous avons Éric Caron à sa droite, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille canadien avec plus de 20 ans d'expérience. Au centre, vous me retrouvez moi, Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine, planificateur financier, gestionnaire de portefeuille canadien avec 10 années d'expérience dans le domaine. On a Lydia Givry, qui est la planificatrice financière de notre équipe, qui est avec la financière depuis 16 ans. Mathieu Goulet, notre adjoint. Et nous avons Gaëlle de Cola, qui est absente sur la photo, qui vient de commencer avec nous comme adjointe la semaine dernière. Au fil du temps, nos clients nous ont mentionné régulièrement qu'ils sont préoccupés par le transfert de leur entreprise à venir et qu'ils savent plus ou moins comment s'y prendre. Comme il s'agit de l'accomplissement d'une vie, on a choisi de vous présenter un webinaire aujourd'hui avec un de nos partenaires, M. Stéphane Bourgeois, qui est expert en la matière, pour nous présenter ses conseils à ce niveau. La présentation aura une durée d'environ 45 minutes. Vous pourrez poser des questions en tout temps en écrivant dans l'onglet « Conversation » et Lydia prendra le temps de les transmettre à Stéphane qui pourra les répondre sur le moment ou à la fin. Stéphane Bourgeois occupe depuis août 2019 le poste de directeur d'entreprise, de transfert d'entreprise à la Banque nationale. À ce titre, il a pour principale fonction l'accompagnement des clients commerciaux lors des transitions de leur entreprise aux membres de leur famille, aux membres de la direction ou à des intérêts externes. Depuis peu de temps, au sein de l'équipe de la Banque nationale, il compte plus de 25 années d'expérience dans le milieu bancaire, mais également à titre de gestionnaire dans le secteur privé. Ayant été propriétaire d'entreprise, gestionnaire de vente en distribution et CFO dans le domaine manufacturier, il a acquis au fil du temps une excellente compréhension des dynamiques organisationnelles. Son expérience lui permet d'être rapidement en lien avec les attentes des entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Il possède aussi une connaissance dans la négociation et la structuration de financement à titre de banquier, mais aussi à titre d'acquéreur potentiel dans le cadre de ses fonctions de vice-président finance lors de son dernier emploi. Il peut vous accompagner dans des transactions locales, mais également à l'international, ayant des contacts aux États-Unis et en France. M. Bourgeois détient aussi un baccalauréat en finance au HEC. Stéphane, à toi la parole. Merci beaucoup, Adam, pour cette belle présentation. Donc, on va démarrer le tout. Donc, le transfert d'entreprise, donc bien planifié pour bien en profiter. Pourquoi une transition d'entreprise, c'est important? Mais vous avez mis des années à bâtir votre entreprise, à la construire, à la faire vivre. Puis une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, vous allez cesser de travailler. Vous allez cesser d'être dans cette entreprise-là. Et à partir d'aujourd'hui, mais plus ce jour-là approche, mais plus il faut le préparer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire voir les différents points, les différentes étapes de cette préparation-là. Donc, en vous assurant soigneusement d'avoir planifié la transition de votre entreprise, vous allez contribuer à maximiser la valeur de vos efforts, puis à minimiser probablement la pression sur les gens, la famille, le management, tout votre entourage, le jour de la transaction. On passe à la suivante, Adam. Il peut y avoir un coût à un manque de planification, puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Donc, si on regarde la diapo suivante, les 6 étapes d'une planification. La première est importante, on le dit, planifier tôt. Puis la deuxième aussi, ça prend du temps. Donc, quand on les met les deux ensemble, ça prend 3 ans à 5 ans à faire une bonne planification, surtout lorsque la planification elle est familiale ou elle est par le management. Donc, on a besoin de temps. Pourquoi il faut planifier? Pour s'assurer qu'on va trouver le meilleur partenaire. Également, pour s'assurer qu'on va maximiser la valorisation de l'entreprise. Puis que suite à la transaction, mais le post-transactionnel va bien se passer également. La transition, la pérennité vont en être assurée. La communication, donc à l'étape 3, la communication elle est importante avec tous les gens qui sont impliqués dans la transaction. Dans une transaction de transfert, on n'a pas besoin d'arrêter. On est constamment en continu opérationnel. Donc, il faut simplement avoir un plan de transfert qui évolue, qui vit en même temps que l'entreprise avance dans ses opérations manuellement.
5, c'est important. On ne fait pas ça tout seul. J'appelle ça le Dream Team. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, allez chercher de l'aide. Entourez-vous des gens qui vont être en mesure de vous aider à prendre les bonnes décisions, à bien orienter, bien planifier, bien organiser le transfert de l'entreprise. Puis en 6, bien sûr, on se fait un plan de match avec tous ces gens-là qui nous entourent, avec toutes les idées qu'on a en tête aujourd'hui. On se fait un bon plan de match pour assurer qu'on va avoir une transaction qui va correspondre à ce que l'on cherche aujourd'hui. Je vous lance une petite question ce matin. Donc, avez-vous déjà pensé à votre transition? Je vous laisse le soin d'y répondre, pas besoin de m'envoyer vos réponses ce matin, mais pensez-y. Puis je vous amène à la diapo suivante pour vous donner une idée des réponses qui sont en général dans le marché aujourd'hui. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la moitié des entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas prêts à une transaction. On a seulement que 8 des entrepreneurs, selon l'étude du FCEI en 2018, on a seulement que 8 des entreprises qui sont prêts formellement à un plan complet. Donc, qui sont passés à travers les 6 étapes transactionnelles, ou préparatoires plutôt. Donc, ils ont passé à travers les 6 étapes préparatoires et ils ont un plan prêt à faire le transfert de leur entreprise. Seulement que 8 On a 41 des entreprises qui ont un plan. Il n'est pas complet, mais on se dirige lentement mais sûrement vers une transaction. Donc, il reste probablement lieu à améliorer tout ça. Puis, il y en a 51 des entreprises qui n'ont aucun plan de transfert. Et je vous dirais que par expérience, pour faire affaire avec des entrepreneurs dans le quotidien, à tous les jours, ça représente effectivement la réalité du marché aujourd'hui. Puis dans ceux qui ont répondu qui avaient un plan de transfert, formel ou informel, on a seulement que 25 des entreprises au global aujourd'hui qui ont leur successeur. Donc, il reste 75 des acheteurs à trouver. Tu dirais, Stéphane, que ça prend combien de temps pour se préparer, l'idéal? Bien, c'est 3 à 5 ans. Ça dépend du type de transfert. Parfait. C'est le type de transfert, là, des fois en familial, quand c'est complexe, quand on a plusieurs enfants dans la transaction, là, c'est surtout du côté RH qui va être plus long. Donc, transfert de la connaissance, faire les bons psychométriques, s'assurer que les gens vont être dans les bons sièges, surtout quand le cédant, le père ou la mère de famille qui quitte l'entreprise, qui laisse ça aux enfants, s'assurer que toute la connaissance est transmise, est transférée. Et tantôt, on va le voir un petit peu plus loin, là. C'est un moment fort d'une transition familiale, puis même d'une transition où c'est le management qui reprend l'entreprise. Là, de le voir, c'est un moment très, très, très important. OK. Pourquoi se préparer? Du point de vue du vendeur. Donc, ce matin, on se positionne du côté du vendeur comme préparation. Donc, les motifs derrière une bonne préparation. Une première question qu'on peut se lancer ce matin, c'est est-ce que la valorisation est la même pour chaque entrepreneur? J'ai 2 entreprises qui sont identiques aujourd'hui, même chiffre d'affaires, même bénéfice, même BAYA, fonds générés sensiblement les mêmes. Par contre, j'ai une de ces sociétés-là qui a des équipements qui sont neufs. Donc, ils ont 1, 2, 3 ans. On vient de réinvestir de façon massive dans l'entreprise. J'ai une autre entreprise qui a 15, 20 ans de vieillissement des équipements. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une même valorisation? Pas nécessairement. Parce qu'on sait que l'entreprise qui a des équipements plus vieux, mais je vais devoir réinvestir éventuellement dans celle-ci. Donc, ma valorisation n'est pas la même. Les besoins à la retraite peuvent aussi être un élément qui fait que ma valorisation transactionnelle n'est pas la même. J'ai un rythme de vie qui va me demander d'avoir 2 millions à ma retraite pour être capable de le maintenir. J'ai un rythme de vie qui me demande d'avoir 4 millions à la retraite pour être capable de maintenir mon rythme. Donc, ma valorisation pour être capable de bien planifier à la retraite n'est pas la même. Où est-ce que ça peut influencer? C'est une valorisation différente à ce moment-là. C'est sur la date de ma transaction. Si j'ai besoin d'une valorisation à 4 millions, puis aujourd'hui, j'ai 2,5, 3 millions de valeur, mais peut-être que je vais devoir mettre en place un plan stratégique pour augmenter ma valorisation, puis être capable d'arriver à la valeur désirée au moment de la retraite. Le type de transfert aussi peut influencer. Je ne vendrai pas nécessairement au même prix si je vends à mes enfants que si je vends mon entreprise à un compétiteur ou à une entreprise extérieure. Donc, les multiplicateurs à la transaction vont être différents.
Puis dans certains cas, on va le voir dans la diapo suivante, c'est la pérennité de l'entreprise. La semaine dernière, je discutais avec un homme d'affaires qui désirait vendre son entreprise. Le meilleur acheteur potentiel, c'est un de ses compétiteurs américains qui va probablement pouvoir lui... tu peux revenir, Adam, rester à la précédente. Son acheteur américain va probablement être capable de lui offrir 2, 3, 4 millions de plus que s'il vendait un Québécois aujourd'hui. Mais pour lui, ce qui est important, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, c'est d'assurer que son entreprise va passer à travers le temps et va demeurer dans la région. C'est ça qui est important pour lui. Fait qu'il sait que si l'Américain l'achète demain matin, il va fermer son usine, il va délocaliser les emplois. Donc, les motifs viennent aussi affecter la valorisation, le prix que moi, je veux avoir pour mon entreprise. Comment maximiser la valorisation? Le timing. Donc, il faut vendre quand notre entreprise est en croissance. Si vous regardez le tableau à droite, donc, je vous ai mis un modèle d'entreprise où j'ai un BAYA sur 9 ans. Je vous dirais, malheureusement, la majorité des entrepreneurs aujourd'hui commencent à préparer leur transfert d'entreprise aux alentours des années 4 et 5. Donc, aux alentours des années 4 et 5, c'est au moment où je suis au pic de la valorisation. Donc, c'est correct. Je suis au maximum. Aujourd'hui, je décide que je veux vendre. Malheureusement, ce qu'on voit dans plusieurs cas, c'est au moment où j'atteins mon pic de valorisation, c'est probablement aussi le moment où j'ai mis le maximum d'énergie dans mon entreprise. Et quand je commence à rechercher des acheteurs potentiels, mais mon BAYA commence à diminuer. Donc, ma valorisation commence à diminuer également. Et là, ça rend les transactions plus difficiles. Donc, idéalement, le timing est important. Donc, on devrait commencer à se préparer les années 1 et 2 pour arriver avec un plan stratégique qui nous permet de vendre aux années 4 et 5 en pleine croissance. Et là, on va maximiser la valorisation. Vendre un branding fort. Donc, s'assurer qu'en même temps qu'on fait croître nos ventes, on fait croître également l'image de marque. Plus l'image de marque de votre entreprise est importante, plus vous allez être capable de bonifier votre transactionnel. Et là, il y a plein de gens en marketing qui vont être capables de vous accompagner, de vous aider à travers ça. Donc, donnez-vous un plan de match pour travailler sur vos ventes, sur vos profits, puis sur votre image de marque. Vendre au juste prix, c'est important. Donc, si vous surévaluez votre entreprise, mais vous pourrez avoir des pertes d'opportunités. Vous allez peut-être perdre de bons acheteurs potentiels. Parce que dans votre estimation, votre entreprise en vaut 5 millions. Vous n'avez pas fait d'évaluation de votre entreprise. Puis vous avez un acheteur qui est prêt à vous offrir 3,5, 4. C'est probablement le juste prix transactionnel aujourd'hui. Mais malheureusement, vous allez laisser aller cet acheteur-là parce que pour vous, vous avez en tête que votre entreprise en vaut 5. Sous-évaluer son entreprise est également un élément dangereux. Donc, vendre en bas du prix. Et ça également, ça arrive occasionnellement. Dirais-tu que c'est un marché de vendeurs, marché d'acheteurs au niveau des entreprises, Stéphane, actuellement? C'est un marché où les vendeurs et les acheteurs ne sont pas du même type aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des vendeurs. La COVID est venue modifier un petit peu l'approche au marché. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui viennent de bénéficier de 11 ans de croissance économique, ont capitalisé dans les dernières années beaucoup sur cette valorisation-là. Et aujourd'hui, sont prêts à quitter. Je rencontre beaucoup de gens qui ont plus de 65 ans depuis le début juillet, qui ont dit, bien là, j'ai donné, ça fait 30, 35, 40 ans que je prends mon entreprise. J'ai donné, je suis correct. Si je vends aujourd'hui, je vais vendre à un prix raisonnable, acceptable pour ma retraite et je sors du marché. Les acheteurs que je vois beaucoup ces temps-ci, puis j'en vois de plus en plus, là, c'est des acheteurs organisationnels. C'est-à-dire des entreprises qui sont en situation de liquidité, qui ont de bonnes capacités d'effet de levier qu'on peut réaliser pour faire des acquisitions stratégiques. Donc, je vois des entreprises qui veulent croître rapidement en voulant augmenter de 25, 30, doubler leur chiffre d'affaires dans certains cas. Donc, c'est des acquisitions stratégiques et ça, on en voit de plus en plus depuis quelques mois. Donc, le marché, vraiment, là, suite à la COVID, là, a été bousculé. Donc, avant, on prenait le temps de trouver le bon acheteur, le bon match de gens qui avaient sensiblement la même approche. Là, on est vraiment dans deux marchés qui sont complètement distincts. Et là, il faut rapprocher tout ça pour faire des transactions. Okay. Ce n'est pas nécessairement plus complexe, c'est juste différent aujourd'hui. Il faut s'adapter. C'est bon. Donc, tantôt, on parlait d'assurer la pérennité.
il faut faire le bon choix de relève. On le voyait tantôt dès le départ, plan 1, étape 1, avoir une idée à qui on veut vendre. Mais il y a différentes façons de faire une transaction. Ce qu'on voit beaucoup actuellement, ce qu'on appelle les MBO, donc Management Buyout. Donc, c'est les gens de mon équipe de direction, mon équipe de gestion, qui sont prêts, sont en mesure aujourd'hui d'acheter mon entreprise. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont acheter 100% de votre entreprise aujourd'hui. Ils ont peut-être la volonté de commencer par une première tranche, 20, 25, 30, 35 et tout doucement dans le temps, on planifie déjà un moment de transfert et on fait une transaction qui va se compléter dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pour vous, le vendeur, ça peut être intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, si votre équipe de gestion elle est bonne, elle est performante, mais votre valorisation va augmenter. Donc, vous allez être capable de chercher plus de dollars à la fin de la transaction. Un terme qu'on voit peu ici au Québec, mais qui est très, très utilisé aux États-Unis, en Europe, c'est ce qu'on appelle le management buy-in. Ici au Canada, on le met dans le même groupe que le management buy-out. Des fois, on le met dans le LBO. Management buy-in, c'est quand j'ai une équipe de gestionnaires qui achètent mon entreprise. Donc, des gens de l'extérieur, pas une entreprise, pas une corporation, mais un groupement, 2, 3, 4 personnes qui se mettent ensemble et me font une offre pour me racheter, des managers d'expérience. Leverage buyout, donc lorsqu'une entreprise me fait une offre pour m'acheter, donc on est dans corpo, on est dans un B2B transactionnel, du transactionnel familial, donc où les enfants sont adjoints à la transaction. Merge and acquisition, donc on va en avoir de plus en plus, je pense que je le disais tantôt, là, dans les prochains mois. Donc là où une entreprise en achète une autre et la fusionne dans ses opérations. Donc pour reformer un nouveau tout. Et on voit une hybride occasionnellement où j'ai du familial et j'ai du management qui achètent en même temps. Donc on va voir ça, 1, 2, 3 enfants qui vont s'assembler avec un gestionnaire d'expérience dans l'entreprise pour faire une proposition d'acquisition. L'autre élément important, mais si on se dirige vers un management buyout ou si on se dirige vers un familial, mais c'est quoi l'expérience? C'est quoi la formation de mon équipe de gestion? Je fais-tu faire des psychométriques? Est-ce que j'évalue leur capacité à prendre la relève de mon entreprise? Puis l'autre question que je dois me poser comme entrepreneur, parce que je sais que ça en chicote plusieurs, c'est quoi les valeurs que je désire préserver dans mon entreprise? Est-ce que la culture de l'entreprise est importante? Est-ce que pour moi, le vendeur, je suis prêt à laisser un peu d'argent sur la table à la transaction pour m'assurer que ce que j'ai bâti, ce que j'ai créé à travers les années, mais va garder le même esprit dans le futur? Ça fait partie de vos questions à vous poser. Si on va voir maintenant, l'autre motif, c'est, je vous le disais tantôt, transférer la connaissance. À qui je transfère mon savoir? Donc, encore une fois, dans un familial, dans un management buyout, il va falloir que je ferme la relève, que je transfère ma connaissance, que je prépare ces gens-là à prendre la suite de l'entreprise. Autant en amont qu'en aval. Donc, ou dans un cas où j'ai des gestionnaires de l'extérieur qui arrivent, ou lorsque je vends à une autre entreprise, souvent dans les lettres d'intention, on va avoir des conditions d'emploi pour s'assurer de la pérennité et du transfert de la connaissance. Donc, vous allez probablement, comme vendeur, demeurer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entreprise pour vous assurer de transférer tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez de l'entreprise, tout ce que vous connaissez de celle-ci pour qu'on puisse bien poursuivre les opérations et maintenir la rentabilité de celle-ci. La grande question, suis-je en mesure aujourd'hui, moi, comme gestionnaire, tout seul, de m'assurer de transférer toutes ces connaissances-là aux acquéreurs? Est-ce que je suis capable de le faire sans accompagnement? Je vous pose la question, puis c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelque temps, où dans une expérience dernièrement, l'entrepreneur, après 3 mois, s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de lui-même de transférer la connaissance. Il la possède, mais il ne savait pas comment l'enseigner. Et après 3 mois, il était complètement désemparé parce qu'il y avait une entente de 6 mois de sortie
Il ne savait vraiment pas comment faire cette transaction-là. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on lui a trouvé quelqu'un qui est un professionnel capable de faire un accompagnement. Donc, il a, dans le fond, travaillé à ressortir l'ensemble de l'information que le propriétaire de l'entreprise avait. Et on a trouvé une façon de la transférer à la nouvelle génération. Donc, ça fait partie des questions que vous allez devoir vous poser. Suis-je en mesure moi-même de transmettre cette connaissance-là? Si on passe à la suivante, elle est tout aussi importante. On va parler du moi, donc du vous dans le cas présent ce matin. Suis-je prêt à vendre mon entreprise? Comme Adam le disait en prémisse lorsqu'il m'a présenté, j'ai vendu moi-même mon entreprise. Je l'ai vendue 2 fois. Donc, je l'ai vendue, je l'ai reprise, puis je l'ai revendue une 2e fois. Les 2 transactions ne sont pas faites de la même façon. Les émotions, l'approche psychologique, la première fois, je n'étais pas préparé à avoir une offre. J'ai été surpris de l'offre de mes associés. Émotivement, je n'étais pas prêt. La 2e fois, c'est moi qui ai préparé la transaction. C'est moi qui l'ai vendue. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est suis-je disposé aujourd'hui à me séparer de mon entreprise? Est-ce qu'au moment où je vais signer la transaction, là, mais je vais être bien avec ça? Je vais être capable de passer à l'étape suivante de ma vie, de ma carrière, puis être fier de ce que j'ai accompli, puis être fier de ce que j'ai bâti à travers le temps, sans avoir des remords derrière. Donc, est-ce que j'ai une préparation financière qui est faite? Est-ce que j'ai une préparation émotive? Parce qu'on va jouer dans les émotions. On pense qu'une transaction, c'est très cartésien, c'est très cérébral. On joue dans les chiffres, on joue dans la préparation légale, mais plus on se rapproche du jour J, plus on se rapproche de la transaction, plus ces motifs transactionnels-là changent. Et là, on passe dans les émotions, dans le psychologique. Est-ce que psychologiquement, je suis prêt à faire cette transition-là? L'autre question, c'est est-ce que ma famille est en accord avec mes choix? Donc, j'ai une entreprise familiale, je décide que je vends à des gens à l'externe. Parlez-en. Parlez-en à vos enfants. Parlez-en à votre conjoint. Faites-vous un conseil de famille. Il y a des gens qui font de l'accompagnement en conseil de famille. C'est quoi le timing de la transaction? Est-ce que le timing de la transaction que vous avez en tête aujourd'hui, mais ça correspond à celui de votre conjoint? Ça correspond au désir de vos enfants? Ayez des discussions importantes pour éviter des conflits futurs. J'imagine Oui, justement les discussions comme ça avec la conjointe, la famille, puis des amis, fait qu'on devient plus prêt psychologiquement, puis c'est plus facile d'avancer. Ben oui. Tu sais, j'ai eu un entrepreneur dernièrement, en début d'année, en janvier, il se préparait à vendre à son fils. Puis là, il se disait, ben, là, je lui demande, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, une fois que tu vas avoir vendu, c'est quoi ta seconde carrière, tu sais? Ah, il dit, moi, je vais continuer à rentrer dans l'entreprise tous les matins, sans problème. Peut-être pas tous les matins, mais 2, 3, 4 jours semaine pour commencer. Puis je fais, oups, c'est un petit peu, c'est ton fils qui va être ton propriétaire. Lui, c'est-tu ça qui s'attend? Ou lui, il s'attend à ce que tu restes chez vous, tu restes à la maison, puis c'est maintenant à lui le dirigeant. En avez-vous parlé? Il n'y avait pas eu cette discussion-là encore. Puis là, je lui pose la 2e question qui l'a un petit peu terrassé à ce moment-là. C'était l'uppercut, je pense qu'il a mis dans la carte. Je fais, ben, si ton fils il décide que tu restes à la maison, ta conjointe, elle, es-tu prête à t'accueillir 24 heures sur 24, 7 jours semaine à la maison? N'avez-vous discuté? Avez-vous préparé votre seconde carrière, votre seconde vie ensemble? Et ça non plus, c'était pas préparé. Et c'était l'uppercut, effectivement, c'était le chaos. Là, il dit, bon, OK, je suis pas prêt à vendre cet été. Puis là, la COVID est arrivée, puis ça va repousser la transaction. Mais il s'est rendu compte qu'effectivement, oui, financièrement, ça marchait. Fiscalement, légalement, tout était beau au niveau technique. Mais au niveau de la gestion des émotions et des relations, il n'y avait rien de préparé. Et là, on va probablement retarder d'1 an la transaction pour lui permettre de bien encadrer puis bien préparer, parce que de l'autre côté, il y avait un transfert de connaissances à faire, puis le transfert de connaissances à son fils n'était pas entamé. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, le cheminement personnel est super important. Là. Et très important. Très important parce que dans la plupart du temps, ce qui mène 60% des transactions qui ne fonctionnent pas ne sont pas liées au volet technique
ou au volet pratique, mais sont reliés au RH, sont reliés aux émotions, sont reliés à la culture d'entreprise, sont reliés aux gens. Donc, si les gens ne sont pas prêts à faire une transaction, on vient déjà de s'enlever des chances de succès post-transactionnel. Ouais. Maintenant, si on passe un petit peu plus loin, qui sera ma relève? Donc, voyons rapidement, vous allez voir, ça donne plus que 100% parce que les gens qui ont répondu au FCEI là, avaient différentes idées en tête. Donc, transfert, vous voyez que les vendre à un ou plusieurs acheteurs qui ne font pas partie de la famille, donc on appelle des LBO, des MBI. Donc, on a 48% des gens qui pensent que ça va être le type de transaction qu'ils vont avoir à vivre. Le quart pense que ça pourrait être des employés. Le quart pense que ça pourrait être la famille. Ou ça pourrait être un transfert direct à la famille via l'héritage. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de tout dans les marchés, mais il y a une tendance un peu plus forte aujourd'hui à vendre à l'extérieur ou à vendre à des employés, à des gens qui ne sont pas de la famille. Au Canada, c'est sûr qu'au Canada puis au Québec, il y a un élément important derrière ça, c'est la fiscalité. La fiscalité aujourd'hui avantage beaucoup de vendre à ce qu'on appelle des étrangers, donc des gens qui ne sont pas en lien familial. Malheureusement, c'est fait comme ça. On espère qu'un jour, dans un jour proche, tout ça, ça changera. Mais pour le moment, là, ça n'est pas le cas. Donc, si on regarde le tableau suivant, dans notre expérience à nous actuellement à la Banque nationale, donc le type de transaction qu'on voit, c'est la moitié, c'est du MBO. MBO ou MBI, donc on vend du management dans 50% du temps. Leverage buyout, donc vendre à une entreprise, à une autre entreprise, 30%, et 20% dans le familial. Pourquoi nous, de prime abord, on voit un petit peu moins de familial à la banque? C'est normal. Il y a beaucoup de transferts familiales qui se font sans financement, donc qui se font dans un transfert direct d'une génération à l'autre. Donc, c'est la génération précédente qui finance totalement la transaction. Donc, c'est normal que nos statistiques soient légèrement influencées parce qu'on n'intervient pas dans ces transactions-là. On passe à la suivante. Là, on a terminé notre réflexion. Là, je vais vous donner quelques notions importantes au niveau transactionnel. Donc, si on va voir le type de transfert, comment on va avoir ce qu'on appelle en anglais souvent le win-win deal, donc la transaction gagnant-gagnant. Comment le cédant se positionne, lui? Donc, le cédant, lui, il va avoir un juste prix. Il va avoir des termes, des conditions qui sont satisfaisantes. Il veut maximiser, bien sûr, les avantages fiscaux. Il veut maintenir ou non une présence dans l'entreprise, donc le poste transactionnel. Le releveur, lui, l'acheteur, lui, voit quoi? Bien, payer le juste prix, avoir des termes et conditions satisfaisantes, mise en place d'une structure de financement qui permette la transaction. Il veut avoir une collaboration du cédant au niveau de l'information, diligence avant puis post-transactionnel. Si on regarde les deux points de vue, là, ça se ressemble beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'une transaction va fonctionner? On disait tantôt, on est très cartésien dans notre approche, mais quand on lit le point de vue du cédant et le point de vue du releveur, on voit que les objectifs de chacun là, sont similaires. La clé dans tout ça, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre l'acheteur et le vendeur pour qu'on puisse arriver à une transaction. Ça, c'est le point clé. Donc, je vous parlais tantôt des émotions, de la relation, c'est l'élément de base. J'ai vu plusieurs transactions ne pas se réaliser parce que rendu vers la fin de la transaction, il s'est passé un événement, puis le vendeur dit, bien là, lui, je ne l'aime pas. Lui, je n'ai pas confiance, il essaie de m'en passer une vite, je sors de la transaction. Et des fois, c'est simplement des moments d'incompréhension. Les termes utilisés, le langage, le point de vue, et des fois, il peut être le même. C'est juste que la compréhension de part et d'autre au niveau de la communication, mais n'était pas la bonne. Donc, travaillez sur la confiance. Ayez confiance entre acheteur et vendeur. Ça va vous aider à passer à travers la transaction. Et si cette confiance-là s'effrite au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais assurez-vous d'avoir des gens qui sont capables de vous ramener dans le mode de communication. Ça, c'est important. Les risques, si on passe à la diapo suivante. Donc, quels sont les risques? C'est quoi le risque de l'acquéreur? Donc, faire une mauvaise planification du processus d'acquisition.
Il n'a pas été en mesure d'établir une bonne relation avec le vendeur, c'est ce que je disais tantôt. Donc, ne pas être bien entouré, pas en mesure de sécuriser le financement bancaire. La vérification diligente fait ressortir plusieurs éléments de risque que l'acheteur n'est pas prêt à assumer. Donc, ça, c'est des risques que l'acquéreur court. Le vendeur, le processus de réflexion, il n'est pas complété. Donc, mon moi, là, il n'est pas complété. Les objectifs mal définis avant de prendre des décisions de vente, c'est qui peut entraîner un volte-face du vendeur durant le processus, ce que j'ai déjà vu. Incapacité d'établir une bonne relation avec l'acheteur. Donc, le lien de confiance, il n'est pas là. N'est pas entouré de bons conseillers. Entourez-vous, c'est un facteur de risque important. Survaleur personnelle du vendeur est difficilement transférable. Donc, souvent, ces points de pourcentage-là ou ces points de dollars-là additionnels que vous voulez à votre transaction, vous n'êtes pas capable d'aller les chercher, les justifier. Ça peut faire partie effectivement du risque de transaction. Documentation financière et opérationnelle non complète et peu fiable. Assurez-vous que vous avez une bonne documentation, que c'est clair. C'est l'élément de départ de la confiance. La qualité de votre documentation que vous allez remettre à votre acheteur. Puis les résultats financiers de la société se détériorent durant le processus de vente. Je vous disais tantôt, si vous commencez votre transaction dans mon graphique à l'année 5, puis vous arrivez à un cheminement vers l'année 7, 8, 9, mais ça va être long, ça va être difficile de discuter. Par expérience, quand je suis sorti de l'université, j'ai voulu acheter une entreprise et c'était une grande corporation qui vendait une de ses filiales. On a négocié pendant 18 mois la transaction et à chaque fois que je revenais à la négociation, les ventes diminuaient, le bénéfice diminuait et je faisais une contre-offre à la baisse. Et ils ont fini par vendre cette entreprise-là à un prix similaire de ma dernière offre que j'avais faite, mais à 30% inférieur à la première offre que je leur avais faite. Parce que le temps qu'on a pris à discuter, à négocier, mais a fait en sorte que l'entreprise a continué à se détériorer, ses résultats ont continué à baisser. Et dans le temps, mais la corporation, la grande corporation à Montréal, mais ils ont laissé 30% de la valeur sur la table. Maintenant, passons au Dream Team. Qui sont les gens qui sont supposés vous entourer? Puis d'abord, pourquoi un Dream Team? La première grande question, hein? Pourquoi avoir des gens autour de nous? Parce qu'on ne possède pas toute la connaissance. Donc, assurez-vous que vous allez avoir des gens qui vont bien vous compléter. Des gens qui vous connaissent, qui vous comprennent, qui vont être capables d'aller chercher des éléments des éléments complémentaires à votre réflexion. Donc, on a déjà fait un exercice une fois avec un copain du milieu. Là, on avait identifié une trentaine de personnes différentes qui pouvaient interagir dans une transaction. Mais parlons ici aujourd'hui de ces principales personnes-là. D'abord, votre conseiller financier, votre planificateur financier. Techniquement, ça devrait être la première personne à qui vous en parlez parce que la suite, c'est votre cadre financier personnel. Donc, lui devrait vous aider aujourd'hui à bien établir ce cadre financier-là. Après ça, le fiscaliste s'adjoint un bon avocat ou un bon notaire transactionnel, s'assurer que les lettres d'intention vont être complètes, ça va faire du sens, ça va respecter ce que vous pensez, parce qu'il faut mettre sur papier cette transaction-là tantôt. Les différents types d'évaluateurs, donc les évaluateurs agréés immobiliers, mobilier pour vos équipements et un évaluateur d'entreprise, surtout dans du transfert familial, c'est extrêmement important. Vous allez sûrement avoir besoin de gens en RH qui vont vous aider à la transaction, dans la préparation des gens en pré-transactionnel et en post-transactionnel également. Des gens de marketing, on parlait de branding tantôt, assurer l'image de marque. Donc, si on veut valoriser sur l'image de marque, avoir une bonne équipe marketing alentour, ça peut être important, ça peut être intéressant, ça peut donner de la valeur à votre entreprise. Ça peut être un courtier, donc qui va vous aider à trouver le bon acheteur. On a déterminé que ce n'était pas un familial, ce n'est pas un management qui va reprendre. J'ai besoin de trouver un acheteur externe, donc un courtier pour vous aider. Et ayez bien sûr un bon banquier. Ça, c'est l'élément le plus important à la fin, s'assurer que le financement va être mis en place. De mon côté, j'ai fait le tour. Je vais te retourner maintenant la main, Adam, pour la planification post-transition. Comment ça se passe?
S'il y a d'autres questions qui rentrent plus tard, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Si ça rentre si vous voulez écrire à Adam plus tard, puis me retourner les questions, je vous réponds dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça m'a fait plaisir. Mais Adam, je te passe la main. Super, merci beaucoup Stéphane, c'est super apprécié. Comme Stéphane disait, c'est super important d'être accompagné par un Dream Team. Puis dans ce Dream Team-là, comme conseiller financier, on en fait partie. On se veut être la personne centrale là, pour vous aider à tous les niveaux. Donc, nous, on est capable de vous aider dans plusieurs facettes. Puis la première qu'il faut regarder, c'est la planification financière qu'on voit ici en haut à droite. Une fois que la planification financière, on est capable d'établir c'est quoi vos besoins pour atteindre votre objectif. Puis ça peut vous aider à déterminer aussi le prix de vente de votre entreprise. Une fois que la planification financière est faite, bien là, on peut regarder l'aspect successoral, l'aspect fiscal. On peut ajouter des services complémentaires, soit les assurances, solutions bancaires, puis on fait notre travail au niveau de la gestion de portefeuille. Donc, on est vraiment là pour vous donner un coup de main, pour vous accompagner sur toutes les étapes qui entourent la vente de votre entreprise, qui entourent aussi votre famille. On est équipé pour le faire, puis quand on n'a pas les moyens pour le faire, on a les gens qu'on connaît qui peuvent vous aider dans les différents aspects que nous, on ne peut pas faire. Donc, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez nous contacter directement à nos numéros. Puis si vous voulez avoir de l'information avec Stéphane, avoir une discussion avec lui, c'est nous qui va pouvoir vous mettre en contact avec lui. Vous pouvez nous communiquer. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette rencontre-là. Puis on attend de vos nouvelles très bientôt. À bientôt.